raconte. Christophe Ondelatte. Toutes les affaires criminelles sont intéressantes. Toutes. Mais celle-là est passionnante. En 1999, dans le massif de l'Estéron, à 40 km de Nice, on retrouve 3 cadavres en morceaux. 3 corps sans tête, ni main, ni pied. Et assez vite, on trouve un coupable. Un fromager. Michel Pineteau. Tout l'accuse. Mais est-il vraiment l'assassin ? J'ai écrit cette histoire avec O-Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence par une scène assez gerbante. Très gerbante, même. Le 18 mars 1999, dans le massif de l'Estéron, à 40 km au-dessus de Nice, un cantonnier de la DDE fait sa tournée de routine en voiture. La route à flanc de colline est très escarpée, parfois il y a des pierres qui tombent sur la chaussée, c'est dangereux, et donc régulièrement, comme ça, il fait la route dans un sens et dans l'autre, au cas où. Ce jour-là, il fait beau, il a la fenêtre ouverte, et d'un coup, il sent une odeur de charogne. Il se dit que ça doit être une bête morte, alors il s'arrête, il s'approche du ravin, et à environ 5 mètres, il voit une forme claire dans les taillis. Qu'est-ce coup ? Il descend dans la pente, prudemment, en s'accrochant aux arbustes. Et là, une vision de film d'horreur. Une jambe sans pied. Et là, un bras sans main. La pétoche que ça lui met. Il remonte en tremblant et il va prévenir les gendarmes. Et c'est comme ça que commence cette histoire de fou. Quand les gendarmes arrivent, ils descendent à leur tour dans le ravin. Et ça n'est pas une jambe et un bras qu'ils découvrent. Ils en trouvent une bonne douzaine. Et aussi 3 troncs humains putréfiés. Et 2 sacs poubelles bien lestés qui ont roulé un peu plus bas. Un cimetière à ciel ouvert. Les gars du labo arrivent. Bon les gars, on va remonter tout ça, hein. Morceau par morceau. Hein. Et ça, les abîmer. Ça prend un petit bout de temps de remonter toute cette barbaque. Et une fois que tout est sur la route, commence une addition macabre. Bon alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jambes. 1, 2, 3 bustes. Et dans le sac, ouvre pour voir ce qu'il y a dedans. Je vous passe les détails. Dans les sacs, il y a la tripaille. Des cœurs, des foies, des poumons et des boyaux en vrac. Bon, 6 bras, 6 jambes, 3 bustes. A priori, ça nous fait 3 morts. Au premier coup d'œil, je pense qu'il y a 2 hommes et une femme. D'accord, ça nous fait 3 morts, mais manque quand même les mains, les pieds et les têtes. À mon avis, celui qui a fait ça voulait qu'on n'identifie pas les cadavres, et de fait, ça va pas être facile. À mon avis, à moi, il voulait pas qu'on retrouve les corps. Du tout. Imagine que tout ça ait roulé 15 mètres plus bas. Personne n'aurait jamais rien retrouvé. Bon, on va quand même demander aux collègues de fouiller le ravin jusqu'en bas. Les têtes ont peut-être roulé. Ils ne trouveront rien. Ça va ? Vous tenez le coup ? Dans la foulée, débarquent en hélicoptère les entomologistes de la gendarmerie. Des experts spécialistes des insectes, je vous ai déjà expliqué ça. En gros, selon la nature et le développement des larves présentes sur les cadavres, ils sont capables d'évaluer la date à laquelle les cadavres ont été déposés là. Bon alors, messieurs, verdict ? 15 jours. 3 semaines maximum. Attention, ça ne donne pas la date de la mort. Ça permet juste de savoir à quel moment ces morceaux humains ont été jetés là. La suite se passe à l'Institut médico-légal. Et ça commence un peu comme un puzzle. Les médecins ont déposé les 3 bustes, chacun sur une paillasse, et après, il n'y a pas de notice de montage. Ça se fait à l'intuition. Alors, à mon avis, les 2 bras, là, vu la couleur de peau, vont avec ce tronc, et puis les 2 jambes là-bas aussi. Et après, faut répartir la tripaille. Le cœur, l'estomac, l'intestin, l'ésophage, et pour les 2 hommes, les roubignoles.
Bon, confirmation, hein, ça nous fait 2 hommes et une femme. Âge, je dirais, autour de 50 ans. Bon, on va attaquer l'autopsie, hein. Une équipe par cadavre, c'est parti. Ça va toujours, les amis? Respirez un bon coup. La première équipe s'attaque à la dépouille d'un gaillard qui devait bien faire dans les 110 kilos, tête comprise. Bon, messieurs, on a un premier élément. Une balle de 22 long rifle logée dans l'épaule. Et puis, comme dans toutes les autopsies, les légistes extraient l'estomac de chacun des corps, ils donnent un petit coup de scalpel dedans, et ils versent le contenu dans un haricot en inox. Ils ont tous les 3 mangé la même chose, et en même temps. Du chevreuil, je pense, et du céleri. Et aussi du fromage, je pense. On peut donc en déduire qu'ils ont pris leur dernier repas ensemble, docteur? Oui, probablement. Ensuite, les légistes observent la découpe des différents membres. Les coupes sont franches, hein, régulières et précises. C'est du travail de pro. Celui qui a fait ça est possiblement boucher. Avec quels instruments ont-ils été découpés, docteur? Une scie, genre scie à métaux ou scie de boucher. Ici, vous voyez probablement une hache, et là, possiblement un couteau. Tout ça est très bien fait, très bien fait. Voilà. Normalement, à partir de maintenant, vous n'aurez plus de raison de gerber. Le mystère dure 15 jours. Et puis, au bout de 15 jours, une femme vient signaler la disparition de son frère. Il s'appelle Caligaris. Jean-Pierre. Il est corse. Normalement, il appelle notre mère à Ajaccio tous les dimanches. Et là, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas appelé. Et il habite où, votre frère? Eh bien, ça dépend. Il vit entre Antibes et la région parisienne. Est-ce que vous avez une idée de son poids? Oh, plus de 100 kilos, hein. 110 kilos peut-être? C'est probablement le cadavre sur lequel le légiste a prélevé la balle de 22 longs rifles. Les gendarmes procèdent à une comparaison ADN. C'est bien lui. Et un cadavre d'identifié. Bon, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur ce Caligaris, là? Eh bien, c'est un Corse. Fils de maçon, videur de boîte de nuit, et il est fiché. Ah bon? Et fiché pourquoi? Trafic de drogue. En région parisienne, de la cocaïne en provenance de Colombie. D'après ce que j'ai pu apprendre, c'est pour ça qu'il se cachait ici dans la région, à Antibes. Un de ses complices s'est fait dessouder par les Colombiens après une embrouille. Et t'as pu identifier les gens de son entourage? Oui. Oui, un certain Francis Ben Mokhtar, originaire de Cassis, 58 ans, homme de main d'un truand réputé de la région. À mon avis, ça pourrait être l'autre cadavre masculin. Parce que le légiste nous a dit, tu te souviens, c'est possiblement un corps de maghrébin. Et la femme? Une piste? Oui, la sienne, en fait sa copine, Teresa Conté, 47 ans. Bon, mais on va faire de l'ADN dans l'entourage de ces deux-là. Et puis on verra bien. Pour Teresa Conté, c'est facile. Elle a 3 enfants. La comparaison entre l'ADN et celui de l'un de ses enfants confirme que c'est bien elle. Pour Ben Mokhtar, c'est une autre histoire. Il a un fils, mais ça n'est pas vraiment son fils. Moi, je vois plus qu'une solution. Il faut exhumer sa mère. Elle est morte il y a 25 ans. Il faut exhumer son corps et puis comparer les ADN. On sort le corps de la tombe, on prélève de l'ADN sur le tibia de la maman, on compare. Le 3e corps est bien celui de Francis Ben Mokhtar. Et alors sur ce Ben Mokhtar, là, qu'est-ce qu'on a? Fiché lui aussi au grand banditisme. Le type vivrait entre Antibes et Juan-les-Pins. Les tontons que j'ai pu interroger m'ont dit qu'il avait un surnom, il l'appelle le riche, parce que, soi-disant, il avait une glacière, ou il aurait une glacière, avec dedans, c'est ce que disent les gens, hein, entre 15 et 30 millions de francs en liquide, figure-toi. 30 millions de francs en cash, dans une glacière. Et oui, c'est ce qui se dit. Mais après, moi, je ne sais pas si c'est vrai. Et on sait précisément où il créchait, ce gars? Ouais.
J'ai une adresse. Ils y vont. Une villa tranquille, à Jouan-les-Pins, totalement vide, et récurée du sol au plafond. Idem d'ailleurs chez Jean-Pierre Caligaris. Chez lui aussi, Monsieur Propre est passé par là. Dans les deux logements, aucun indice exploitable, mais une piste. La maison de Ben Mokhtar a été louée par un intermédiaire, un de ses amis marchands de biens. Les gendarmes vont le voir direct. Il semble qu'il soit l'un des derniers à avoir vu le trio vivant. Dans mon souvenir, c'était un samedi matin. Le 27 février, je crois. Je suis passé voir Francis et Teresa, qui sont des amis. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Caligaris était là. Et je crois avoir compris, au cours de la conversation, que les trois étaient invités le soir même à dîner chez un fromager d'Antibes, un certain Michel Pinoteau. Voilà. Et depuis, vous les avez revus? Non, j'y suis repassé le lendemain, la porte était grande ouverte, mais il n'y avait personne. Et puis un truc qui va peut-être vous intéresser. Il y avait la glacière au milieu de la pièce, vide. Je suppose que vous avez entendu parler de cette glacière. Francis y planquait de l'argent en liquide. C'était de notoriété publique. Et bien là, la glacière, vide. Avouez qu'on s'attendait à tout dans cette enquête, sauf à un dîner chez un fromager. A priori, les trois qu'on a retrouvés en kit au fond du ravin étaient plus amateurs de cocaïne que de camembert. Cette histoire de dîner chez un fromager est, disons les choses clairement, improbable. Eh ben non, la petite amie de Caligaris le confirme. La dernière fois que j'ai eu Jean-Pierre au téléphone, il était chez ce fromager, en Antibes, Michel Pinoteau. Je l'ai appelé vers 21h. Je l'ai trouvé un peu bizarre, endormi, comme s'il avait été drogué. Bon, et puis il a dû raccrocher parce qu'il passait à table. Et après, donc, je l'ai rappelé, à 11h, 11h30. Et là, j'ai eu sa voix de vocale. Et je l'ai rappelé à une demi-heure plus tard, et puis encore pendant des jours, et il n'a jamais plus répondu. Ce dîner chez le fromager aurait eu lieu le 27 février au soir. Et ça colle avec les conclusions du légiste qui situent la mort du trio entre le 26 février et le 1er mars. Ça colle aussi avec l'examen du relevé de téléphone portable des trois loustiques. Ils ont tous les trois cessé d'émettre le 27 février au soir. Le dernier dîner chez le fromager Pinto à Antibes commence à tenir debout. Et plus encore, on découvre qui est ce Pinto. Il n'a pas toujours été dans le fromage. Bon, je me suis rencardé sur le bonhomme. Au passage, j'ai appris qu'il avait un surnom à Antibes. Les gens l'appellent Pinoche. Alors avant d'être fromager, le gars était facteur. Et il s'est fait virer de la poste il y a 20 ans. Et il faut le faire. Se faire virer des PTT. Et pourquoi il s'est fait virer? Eh bien parce que, et là tout c'est clair, tu vas voir, il a importé, écoute bien, 200 kilos de hashish par colis, pour le compte de qui? Je vous le donne en 1000, de Ben Mokhtar. Et voilà, Francis Ben Mokhtar. Ben Mokhtar et Pinoteau, c'est pas le fromage qui les réunissait tous les deux. C'est le caramel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on les place en garde à vue, tous les deux. Michel Pinto et sa femme Joël. Logiquement, c'est elle qui a mitonné le dîner. Commençons par lui. J'ai une question très simple à vous poser, monsieur Pinoteau. Avez-vous organisé le 27 février dernier à votre domicile un dîner avec monsieur Ben Mokhtar, mademoiselle Conté et monsieur Caligaris? Je vous écoute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jamais de la vie. Vous connaissez monsieur Ben Mokhtar, monsieur Pinoteau? Oui, je le connais, mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et maintenant, voyons ce qu'elle dit, elle, Joël, sa femme. Madame Pinoteau, avez-vous organisé le 27 février dernier à votre domicile un dîner avec monsieur Ben Mokhtar, mademoiselle Conté et monsieur Caligaris? Oui.
Oui, on les a reçus à dîner avec Michel. Une soirée normale, qui s'est achevée vers 11h30. Vous dites qu'ils sont partis à 23h30. Oui, oui. Qu'y avait-il au menu de ce dîner, madame? Du chevreuil, avec un gratin de céleri, et puis du fromage, bien sûr, et une tarte au dessert. Pile ce que les légistes ont retrouvé dans l'estomac des victimes, sauf la tarte. Ce qui peut suggérer que le dîner a été interrompu. Le trio a été liquidé entre le fromage et le dessert. Retour dans le bureau où est interrogé Joël Pineteau. Il est allé à son terme, ce dîner, madame, c'est-à-dire jusqu'au dessert? Non. Non, à un moment, Francis a reçu un appel et il nous a dit qu'ils devaient tous partir. Ils sont partis. Et vous, vous êtes restés là, tous les deux? Non, Michel est parti avec eux. Il est revenu au bout d'une heure. Au bout d'une heure? Oui, à peu près. Sur l'heure du retour de son mari, elle bougea un peu au cours de la séance d'interrogatoire suivante. En fait, quand il est rentré, il était à peu près 5 heures du matin. Et vous lui avez parlé quand il est rentré? Oui, enfin il m'a juste dit, Francis a eu une emboucade et il s'est couché. Une emboucade? Oui, un pépin quoi, un problème. Dans la foulée, Michel Pineteau, toujours en garde à vue, fait un petit pas. Il reconnaît que le dîner a bien existé, mais rien de plus. Là-dessus arrive la fin du délai de garde à vue. Ils sont envoyés tous les deux, mari et femme, chez le juge d'instruction, qui les met en examen pour 3 assassinats. Et là, devant le juge, Michel Pineteau lâche un peu plus de lest. Il reconnaît que ses invités n'ont pas mangé le dessert. Et il reconnaît qu'il est parti avec eux vers 22h30, dit-il. Oui, Francis devait me remettre une grosse somme d'argent en liquide pour que je m'occupe de les placer. Je fais ce genre de choses-là. Mais quand on est arrivé chez Francis, il y avait 2 hommes cagoulés dans son garage. Et ils nous sont tombés dessus. Ils nous ont fait mettre à plat ventre. Ils nous ont attaché les mains. Il y en a un qui est resté nous surveiller, puis l'autre, il est allé fouiller la maison. Je pense qu'il cherchait l'argent. La glacière, quoi. Et peut-être aussi de la drogue. Il dit qu'ensuite, Jean-Pierre Caligaris, qui était couché avec lui, a tenté de se relever, et que l'un des 2 hommes lui a tiré une balle dans le dos. Poum! Est-ce que vous pourriez décrire ce tir dont vous avez été témoin, monsieur Pineteau? Dans mon souvenir, le type masqué lui a tiré dans le dos, comme je vous l'ai dit. Avec quel angle de tir? Dans ce sens-là. De bas en haut. Oui, c'est ça, de bas en haut. Il dit qu'ensuite, l'autre est revenu, celui qui fouillait la maison, et qu'il a zigouillé les 2 autres. Poum, poum. Moi, je bougeais pas, j'attendais mon tour. Et là, ils ont étendu une grande bâche dans le garage. Ils m'ont demandé d'aller chercher des outils pour découper les cadavres. Moi j'ai pris tout ce que je trouvais, une hache, des scies, des couteaux. Et ils m'ont obligé à découper Jean-Pierre. Pendant qu'eux, ils s'occupaient de Francis et de Teresa. Et puis on a tout mis dans le coffre de la voiture. Et on est allé s'en débarrasser. Là où vous savez. Et pourquoi ils vous ont pas tué, vous? Je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas. Donc, ça n'est pas lui, Michel Pineteau, qui a tué. Et il ne sait pas qui a tué, puisqu'ils étaient cagoulés. Il a juste aidé à découper les cadavres et à les transporter. Sauf que dans la foulée, il veut faire marche arrière. En fait, je vais vous dire,
Moi, j'ai juste mangé avec eux. Et puis c'est tout. D'accord, Michel. Mais c'est un peu tard. Enfin, tu as avoué. Et tes aveux collaient bien avec les constatations de l'enquête. Les outils dont tu as parlé pour découper les corps, la hache, la scie, le couteau, ça colle. Et puis la balle dans l'épaule de Caligaris, Michel. Quand tu dis qu'on lui a tiré dans le dos et que la trajectoire de la balle était de bas en haut, ça colle aussi, au millimètre, avec les constatations des experts. Et puis tant qu'on y est, toi, Michel, tu mesures 1,60 m. Et Caligaris, c'est un géant. De bas en haut, Michel. C'est à se demander si c'est pas toi qui l'as tué. Quant à l'endroit où tu as dit que vous aviez déposé les corps, c'est pile là qu'on les a trouvés. Donc même si maintenant tu veux faire marche arrière et dire que tu y étais pas, on a du mal à te croire. Bah oui, Michel. Bah oui. L'autre problème, Michel, vois-tu, c'est qu'on ne retrouve pas une seule goutte de sang dans le garage de Caligaris. Alors que chez toi, Michel, toute la maison est en chantier, toutes les moquettes ont été arrachées, et tout le carrelage, et sur les murs, tous les enduits sont frais, et ta cuisine a été entièrement refaite. À quoi rime ce grand ménage, Michel? Et c'est pas tout. Écoute les gendarmes, Michel. Écoute bien. Bon, j'ai regardé. Les travaux là qu'il a fait chez lui. Il y en a pour 262 000 francs. Il les a payés en liquide. En liquide, Michel. Avec l'argent que Ben Mokhtar planquait dans sa glacière. Chez lui. Bah oui, on y pense forcément. Pardon. Et c'est pas fini, Michel. On vient de retrouver les voitures du trio. Et dans l'une d'entre elles, le siège conducteur a été avancé. Et tu te rappelles que tu mesures 1,60 m. Et puis la balle dans le dos de Caligaris, c'est du 22 long rifle, on est d'accord. Tu as acheté une carabine 22 long rifle il y a 10 ans, et les gendarmes ont la facture. C'est embêtant pour toi, ça. Alors, je suis désolé de te le dire, hein, Michel, mais t'es bon pour la cour d'assises. Alors t'auras beau dire que tu y es pour rien, je sais pas s'ils vont te croire. Le procès de Michel Pinotto s'ouvre le 4 novembre 2002 devant les assises de Nice. Sa femme Joëlle est là aussi, mais pour des broutilles. Michel Pinto, lui, n'a pas bougé. Il est innocent. Enfin, je suis tout petit. Je suis gringalé. Comment voulez-vous que j'ai tué, que j'ai dépecé 3 hommes et après transporté 3 cadavres? Je suis pas Superman. Bien joué, Michel. Parce que c'est une vraie question. Mais voilà qu'en plein procès, il y a du nouveau. Le procureur de Nice, Éric de Montgolfier, vient de recevoir une lettre d'un détenu de la prison de Nice. Il prétend qu'en tôle, Pinotto s'est vanté d'avoir récupéré une partie du magot de Ben Mokhtar. Procès suspendu. La présidente ordonne un supplément d'information. Alors, qu'est-ce qu'il dit, ce co-détenu? Eh bien, il m'a dit qu'il avait récupéré une bonne partie du contenu de la glacière que Ben Mokhtar avait chez lui, et qui lui venait de son trafic de drogue. Mais pourquoi est-ce qu'il vous dit ça, à vous? Eh bien, parce qu'un de mes potes et moi, on allait sortir. Et il avait un service à nous demander. Ah bon? Et quel service? Eh bien, d'aller récupérer une carabine 22 long rifle qu'il voulait faire disparaître. Et pour nous rémunérer, en quelque sorte, il nous avait dit d'aller voir sa belle-mère et qu'elle nous donnerait 200 000 francs. Et vous l'avez fait? Oui. Oui, on a donné rendez-vous à sa belle-mère sur un parking et elle nous a donné une valise et dedans, il y avait beaucoup plus que 200 000 francs. Ah bon, combien? Dans les 6 millions, je dirais. Et qu'est-ce qu'il est devenu, cet argent? Ben, on l'a gardé. Mon pote, il avait des dettes auprès du milieu. Il les a payées. Et la carabine 22 long rifle, alors?
Et bien, il nous avait dit qu'elle était planquée chez un de ses amis, qui est un patron de bar de jeux à l'épée, mais bon, on n'a pas eu le temps de s'en occuper. Les gendarmes vont chez le patron de bar et 3 ans après, ils retrouvent la carabine. Et les experts affirment que c'est cette arme qui a tiré la balle dans le dos de Caligaris. Ça sent le roussi, Michel. T'es mal barré. Le procès devant les assises de Nice reprend 2 ans plus tard. Michel Pinto a compris que la 22 long rifle le plombe, alors il sert une nouvelle version. Cette nuit-là, oui, je suis allé chez Ben Mokhtar. Et quand je suis arrivé, il y avait 2 hommes, cagoulés, qui tenaient Jean-Pierre Caligaris un joug. Alors moi je suis allé me cacher, parce qu'ils m'avaient pas vu. Et puis au bout de, 2-3 heures, je suis revenu vers le garage. Et là, j'ai vu ma 22 long rifle que j'avais vendue à Ben Mokhtar il y a quelques années, hein, qui était appuyée sur la porte du garage. Alors je l'ai récupérée, quoi. Mais pourquoi, monsieur Pinto, avoir récupéré cette arme? Mais c'était mon arme. Et elle avait servi pour tuer. Comment saviez-vous, monsieur Pinto, qu'elle avait servi pour tuer? En tout cas, c'était mon arme. On voudrait te croire, hein, Michel. Mais tu as changé 5 fois de version. On n'y arrive pas. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais pour le défendre, Michel Pinto a choisi une grosse pointure. Éric Dupond-Moretti. Cette fois-là, ça ne lui sert pas à grand-chose. Pinto est reconnu coupable du triple assassinat. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 20 ans. Et bien entendu, il fait appel. Le procès en appel de Michel Pinto s'ouvre en mai 2006 devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Ça fait 7 ans qu'il est en prison et il a pris un sacré coup de vieux. Hein. Il est plus rachitique que jamais. Quand on le regarde, on se dit, ce petit monsieur là, il n'a pas pu seul tuer, éviscérer et dépecer 3 cadavres. Il était peut-être là, mais il n'était pas seul. Ça tient pas debout. Même l'avocat général le dit. Du coup, est-ce que l'histoire qu'il a servi au tout début de l'enquête, celle des 2 hommes cagoulés qui auraient tué devant lui les 3 et que lui n'aurait aidé qu'à découper les corps, est-ce que c'est pas ça la vérité? Et dans ce cas, les 2 hommes cagoulés l'auraient épargné pour qu'il serve en quelque sorte de paratonnerre, pour que l'enquête le désigne comme coupable alors qu'il ne l'était pas. Et à partir de là, c'est un grand Dupond-Moretti qui est à la manœuvre. Combien faudra-t-il de procès pour savoir quelle est la vraie histoire? Je le dis, hein, l'instruction de cette affaire est un assassinat judiciaire. C'est une enquête scandaleusement lacunaire qui n'avait pour but que d'accabler Pinto sans apporter la moindre preuve et sans répondre aux questions fondamentales. Où? Quand? Comment? La vérité, c'est que Pinto a été instrumentalisé par des gens qui sont 100 fois plus intelligents, 100 fois plus cupides et 100 fois plus malins que lui. Et qui ont récupéré 600 briques et qui se sont régalés qu'on accable le fromager, qui finalement pour eux était plus utile en vie que mort. L'erreur judiciaire, voyez-vous, c'est comme le cancer du poumon. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Magistrat, rien à dire. Les jurés ont été convaincus. Et Michel Pinto est acquitté
des 3 assassinats. Il est juste condamné à 5 ans pour le vol de 3,5 millions de francs à Francis Ben Mokhtar. Et comme il a déjà fait 7 ans de prison, il est libre. Cette affaire signe le 43e acquittement signé Dupond-Moretti. Et pas le dernier.